Voilà, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, Herr Oberamtmann, sehr geehrte Damen und Herren, mesdames, messieurs les conseillers communaux, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, monsieur le chef de service. Il fut un temps, il fut un temps où certains, plusieurs même, en cachette, à moitié, râlaient. Ah, ce soir, encore une séance. Actuellement, ah, chic, une séance. C'est donc dans un contexte un petit peu particulier qu'a lieu effectivement cette rencontre, une rencontre qui était initialement prévue au mois de novembre. Les conditions sanitaires nous avaient poussé effectivement à repousser une première fois cet élément-là justement en janvier. Finalement, on a décidé aussi en concertation avec la cellule cantonale de coordination, à qui on a soumis aussi le plan de protection et les conditions de maintenir cette séance. Ceci pour une raison bien particulière. Cette pandémie de Covid nous a appris effectivement, rappelé l'importance de la santé. Il y a très peu de choses qui sont aussi importantes que la santé. Il y a une chose qui est probablement aussi importante que la santé, peut-être même plus, c'est l'eau. Et c'est vrai que les défis liés à l'eau, des éléments dont vous vous occupez, sont le thème central effectivement de cette soirée, les développements. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on réfléchit avec différents partenaires. Et ça nous semblait important effectivement de mener cette réflexion, d'avoir cette séance aussi avant le changement lié aux futures élections pour pouvoir aussi bénéficier de votre rapport à vous qui êtes dans vos cadres respectifs, les spécialistes de ces différentes questions. Es war für uns wichtig, diesen Abend zu haben und diesen Austausch, diese Informationen zu tauschen und ich bin froh, dass es stattfinden kann. Nous serons plusieurs intervenants ici, d'autres personnes qui ont joué un rôle important dans ce dossier, dans sa genèse, ne parleront pas forcément, mais effectivement, vous l'avez compris, c'est un partenariat. Je salue les différents acteurs, notamment de l'AESO, du Grabo, de Haute-Fribourg et de Cefren en particulier, qui sont réunis à plusieurs reprises depuis une année pour présenter, essayer de consolider les éléments qui aboutissent à cette soirée d'information. Je salue aussi effectivement la présence de monsieur le chef de secteur qui nous fait l'amabilité d'être présent ici pour une étape qui était pensée dans une seconde étape, mais effectivement le Covid a fait qu'on a dû retarder certains éléments, mais quand même l'étape qui a pu être menée par le canton vous sera présentée aujourd'hui, donc elle aurait dû arriver plus tard, elle a été faite avant, c'est tant mieux, ça nous permet de ne pas perdre de temps par rapport à la démarche qu'on vous propose. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Pierre Beauvais pour vous parler de la genèse en fait de ce projet. Alors, mesdames, messieurs, en votre titre et fonction, les salutations ayant déjà été faites, on va passer directement à la genèse de ce projet. Dans une chaîne, c'est toujours le maillon faible qui définit la résistance de la chaîne. C'est peut-être pour ça que c'est à l'AESO que vient l'honneur de vous présenter la genèse de cette démarche, étant donné que c'est la première qui a été touchée par les manques d'eau récurrents. Et si ce n'est pas en volume, des volumes hyper importants, mais en proportion des besoins de l'AESO, ça représente quand même aujourd'hui à peu près la moitié qu'on doit acheter à nos réseaux voisins. Les manques d'eau qu'on subit aujourd'hui dans le secteur de l'AESO, donc région Sarine-Ouest, sont dus à plusieurs facteurs. C'est la baisse des ressources. Le réchauffement climatique amène
plus d'instabilité dans les précipitations, dans les ressources en eau. On constate des manques d'eau, des baisses au niveau des nappes phréatiques, toujours plus tôt dans l'année. En 2020, c'est au mois de mars qu'on a déjà dû tirer la sonnette d'alarme, par exemple. Aussi, les infrastructures qui ont été mises en place, quand on met en place des infrastructures, on met en place pour 20, 40, voire 80 ans, selon le type d'infrastructure et les matériaux utilisés. Et l'évolution démographique est complètement décalée par rapport à ce qui était prévu initialement. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution de la population par rapport à ce qui était prévu lorsqu'on a commencé à poser ces conduites de transport interréseau, intercommunal, eh bien, ça ne correspond plus tout à fait à ce qui était prévu et ça se fait fortement sentir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on doit relier le réseau de l'ASO au CEFREN pour une consommation de 1000 litres minutes en moyenne, alors que nous consommons en tout et pour tout 2200, 2400 litres minutes sur l'ensemble de l'année. Donc, vous voyez, près de la moitié de l'eau vient de Fribourg. Bien sûr, le CEFREN n'a pas que l'ASO comme souci, il doit également alimenter d'autres réseaux satellites et à lui tout seul, il ne parviendra pas à assurer l'ensemble des demandes qui sont toujours plus nombreuses. Un autre paramètre est venu s'ajouter à cela, le chlorothalonil, vous êtes tous au courant aujourd'hui, la norme est passée de 10 microgrammes par litre à 0,1 microgramme par litre. Du coup, une bonne partie des ressources qui se situent en zone d'agriculture intensive ont découvert qu'elles étaient hors normes et les directives fédérales demandent que tout soit mis en conformité dans les 2 ans, à quelques rares exceptions quand politiquement, économiquement, financièrement ou techniquement, ce n'est pas possible, des prolongations de délai sont possibles. Mais en principe, on a 2 ans pour mettre tout ça en norme. Je vous laisse imaginer le lac de Neuchâtel avec 2 fois la norme, comment une étendue d'eau pareille peut être compensée, c'est presque inimaginable. Donc si vous parlez avec les gens de Payerne, la municipalité de Payerne, eux, ils n'ont pas de solution, quoi. Donc nous, heureusement, on arrive à trouver des solutions en brassant cette eau avec une eau très pauvre en chlorothalonil, et c'est le cas des réseaux d'eau de Fribourg, CEFREN, Haute-Fribourg et le Grabeau. Nous nous sommes réunis dans une séance entre le CEFREN, l'ASO, le Haute-Fribourg et le Grabeau, et on a essayé de discuter comment mettre en commun nos atouts, nos ressources, une volonté commune de lancer une étude pour la planification régionale de l'approvisionnement en eau potable et contact avec le service d'environnement en charge de la planification cantonale. PSIO, c'est planification sectorielle des infrastructures en eau potable. Voilà, on en est là. Après plusieurs séances, après 2 ou 3 séances déjà, on a déjà bien avancé dans ce projet. On a une volonté commune. On a consulté aussi nos communes, nos conseillers communaux, qui, en général, je crois de manière unanime, se sont montrés positifs dans cette idée de mettre ensemble ces ressources. Maintenant, je passe la parole à M. Ménel, chef de service de l'environnement, pour vous présenter le contexte cantonal. Madame, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je suis ni chef de secteur, ni chef de service. Je suis Éric Ménel, le chef de la section protection des eaux au service de l'environnement. Un petit rappel, donc, il y a quelques mois, donc, il y a eu une réorganisation au niveau de l'État. Avant, votre partenaire était essentiellement le SAV. Maintenant, c'est vraiment le service de l'environnement qui s'occupe de tout ce qui est planification de l'eau potable.
et le SAV maintient ses activités, mais plutôt dans ce qui concerne la qualité des eaux. Je vais juste... Voilà. Alors, l'objectif de ma présentation ce soir, c'est de vous présenter un petit peu le contexte cantonal. Donc, quel est le rôle de l'État de Fribourg par rapport à l'approvisionnement en eau potable. Je vais vous parler un petit peu, donc, en particulier du bilan des ressources qu'on fait, donc un bilan ressources-besoins qu'on fait au niveau communal, que vous faites au niveau communal, qu'on répercute au niveau régional et au niveau cantonal. C'est un des outils qui est vraiment indispensable dans toute cette planification à tous les niveaux. J'évoquerai rapidement la problématique du chlorothalonil, même si M. Beauvais a déjà donné quelques informations à ce sujet. Et puis finalement, donc, ce qui sera important aussi, c'est d'insister sur l'importance d'élargir un petit peu le champ de vision. On a souvent la tendance de rechercher des solutions au niveau des communes, donc, et souvent, donc, en élargissant, en prenant un tout petit peu de hauteur, on se rend compte qu'il y a des solutions régionales qui peuvent être intéressantes pour de nombreuses communes. Le contexte cantonal, j'aime bien ce schéma juste qui montre l'objectif un peu. Donc l'objectif, c'est vraiment, donc, à une échelle régionale ou cantonale, c'est que chacun vienne avec ses atouts pour pouvoir résoudre les déficits qui sont identifiés dans toutes les communes ou bien qui sont identifiés dans certaines associations. Alors tout d'abord, je vais vous parler des plans d'infrastructure d'eau potable, les PIEP. Donc tous les PIEP la plupart des PIEP ont été réalisés au niveau des communes. Ça devait être réalisé jusqu'en 2016, donc maintenant en 2021, on a reçu quasiment tous les PIEP. Donc toute l'information importante, la planification prévue par les communes, donc on a ça à disposition au niveau du service de l'environnement. Pour rappel, le contenu des PIEP, donc, c'est vraiment d'évaluer les principes d'approvisionnement en eau potable pour la zone à bâtir. Également la problématique de la défense incendie. Il ne faut pas que j'oublie de changer les... J'ai trop vite, voilà. Défense incendie, pardon. Et puis surtout de faire un état des lieux des infrastructures dans chaque commune, donc d'évaluer, donc finalement de mettre en évidence les éventuelles insuffisances. Est-ce qu'il y a des infrastructures qui sont insuffisantes en termes d'état, en termes de capacité? Donc ça, c'est un des objectifs principaux du PIEP. Un autre élément important, c'est justement ce bilan des ressources, donc faire un bilan entre les besoins de la commune, donc, et puis les ressources à disposition. Concrètement, donc, il s'agit de voir si on a les ressources, les quantités nécessaires pour pouvoir permettre à la commune d'évoluer, comme on a dit tout à l'heure, pour ces 20, 30 prochaines années. Donc, c'est vraiment d'avoir une vision à moyen terme, s'assurer qu'on a les ressources nécessaires pour garantir le développement de chaque commune. Et puis, on en a parlé aussi tout à l'heure, donc il y a des phénomènes extérieurs qui viennent. On parle beaucoup de l'évolution climatique, des changements climatiques. On voit aujourd'hui déjà pour certaines ressources, donc une diminution des quantités qui sont nécessaires. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Et puis également, finalement, l'exigence qualitative. Donc il faut avoir assez d'eau, mais il faut avoir de l'eau de bonne qualité. Et on l'a vu avec la problématique du chlorothalonil, on a un nouvel élément qui vient perturber un petit peu ces planifications. Donc sur la base de cet état des lieux, donc, et puis de ce bilan, donc c'est important. Donc chaque commune a fait une planification, un concept, donc a cherché à trouver des solutions pour pouvoir améliorer son réseau, donc en assainissant certaines infrastructures. Ça peut être en prévoyant des interconnexions entre les réseaux communaux, intercommunaux, en traitant de l'eau. Dans certains cas, on a la nécessité de traiter de l'eau, voire en traitant des ressources, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si on commence à vouloir assainir certaines ressources qui sont contaminées, ressources en eau souterraine, ça prend des années. Donc, ça, c'est des mesures qui doivent se faire sur la longueur. Et puis, après, un élément important, c'est d'estimer combien ça coûte et puis garantir le financement à moyen terme des mesures qui sont nécessaires.
Je vais vous parler maintenant de la planification au cantonal. Donc, voilà, ça c'est le niveau supérieur. Donc, c'est le plan sectoriel des infrastructures d'eau potable. Ça, c'est le canton qui doit le réaliser sur la base des PIEP que vous avez fournis. Donc nous, nos principaux objectifs, c'est vraiment de mettre en évidence les défis les déficits qui ont été mis en évidence dans chaque commune, dans chaque région. Et puis, justement, faire une évaluation des réserves disponibles pour l'ensemble du canton. Malheureusement, les réserves ne sont pas réparties uniformément sur tout le canton. On a énormément de ressources dans certaines parties, et puis, par contre, malheureusement, dans certaines autres régions, donc il y a des déficits relativement marqués. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette vision d'ensemble, et puis d'encourager à trouver des solutions régionales, des solutions justement qui ne restent pas au niveau communal, pour faire bénéficier l'ensemble du canton des déficits et des ressources qui sont constatées. Un autre élément important donc, par rapport aux ressources, c'est les mesures de protection. On va évaluer est-ce que les ressources principales utilisées par les communes sont correctement protégées, sont suffisamment protégées. Donc il faut vraiment éviter qu'on ait une dégradation de ces ressources. Donc ça, c'est aussi un objectif important du plan sectoriel cantonal. La suite, voilà. Autre élément important, voilà, de nouveau, c'est la coordination des infrastructures. On a la vision de l'ensemble des réseaux communaux, associations. Donc c'est vraiment à ce niveau cantonal qu'on peut justement évaluer s'il y a cette possibilité d'interconnexion quand c'est nécessaire. Et puis aussi cette possibilité de rationaliser les infrastructures. Donc on a eu à un certain moment une tendance dans le canton à construire chacun son réseau donc au niveau communal. Et puis finalement, on se rend compte que des fois, il y a des redondances. Des fois, il y a des ouvrages qu'on pourrait supprimer. Donc il y a des ouvrages qui sont peut-être à double sur certaines parties du territoire. Et puis après, on a parlé après des mesures d'interconnexion, de traitement et tout. Donc en réfléchissant de manière régionale, on arrive aussi à trouver des solutions souvent qui permettent des économies d'échelle. Donc ça, c'est vraiment notre but de pouvoir mettre en évidence ces solutions régionales. En termes de planning, alors effectivement, donc, on a maintenant toutes les données nécessaires, les données de base, on a vos PIEP. On a eu malheureusement cette étape du chlorothalonil qui est venue s'ajouter. Donc ça veut dire que concrètement, certaines ressources qui étaient considérées dans vos PIEP comme des ressources qu'on pouvait utiliser directement ou presque directement, elles sont devenues impropres à la consommation directe. Donc ça veut dire que là, il y a une certaine analyse qui doit être faite au niveau du canton pour faire ces corrections et corriger ces bilans qui ont été faits dans le cadre de vos PIEP. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et puis l'objectif, c'est vraiment de finir cette planification cantonale cette année, fin 2021. Chlorothalonil, tout a été dit de la part de M. Beauvais. Donc, alors effectivement, chaque commune a dû annoncer les mesures qu'elle imaginait au SAV. Donc maintenant, le SAV se retrouve avec des propositions de la plupart des communes. Il doit analyser les propositions qui ont été faites. Il y a un retour qui va venir au niveau des communes. Et comme ça a été dit, donc, il y aura un délai de 2 ans pour mettre en œuvre ces mesures particulières, sous réserve qu'on arrive effectivement à les réaliser dans un délai si court. On a maintenant une nécessité aussi au niveau technique de savoir comment on va traiter ces eaux, etc. Donc il y a des démarches en cours au niveau de la Confédération. Donc il y a beaucoup de choses qui se développent en même temps. Donc le délai de 2 ans, c'est un délai d'ordre. Donc il faut vraiment viser ce délai. Donc, mais après, il y aura des adaptations possibles en fonction de la problématique de chaque commune. Une fois que cette analyse aura été faite de la part du SAV, donc les mesures seront intégrées au PSIO par notre service. Et puis finalement, Régio, donc alors effectivement, on a eu vent de cette démarche, donc on a discuté, on a eu des discussions au début de l'année passée, donc et pour nous, c'était
vraiment une opportunité de pouvoir appliquer notre démarche du PSIO à une région avec un cas concret. Donc, on est vraiment intéressé à participer à cette démarche. Donc, on s'est engagé aussi à participer à cette démarche. On a travaillé avec le bureau CINEF qui va vous présenter les premiers résultats de cette étude. Pour nous, ce n'est pas une manière d'imposer des mesures à un groupe de communes ou à un groupe d'associations, mais on estime que c'est vraiment important d'avoir justement une évaluation plus large, d'étoffer un peu le catalogue de mesures qui est possible, et raison pour laquelle on a vraiment cherché à soutenir cette démarche pour vous permettre d'avoir un catalogue de solutions qui est sans doute plus étoffé, plus rationnel et espérons-le aussi qui ait des incidences financières positives. Voilà ce que je peux dire en introduction donc, par rapport au contexte cantonal. Je passe la parole à Thierry Ackermann du bureau CINEF. Voilà, alors effectivement, M. Beauvais vous l'a dit tout à l'heure, donc il y a eu plusieurs séances avec les 4 initiateurs de la démarche, les 4 associations, respectivement sociétés qui ont initié cette volonté d'aller de l'avant dans une étude régionale. Donc sur cette base-là, un cahier des charges, un projet de cahier des charges a été établi. Et dans un premier temps, l'idée était de provoquer cette rencontre qui a lieu ce soir ici avant de lancer l'étude, mais voilà, le Covid est passé par là, on a dû un peu modifier les choses. Et finalement, voilà, vous êtes maintenant ce soir ici réunis pour prendre connaissance de la première phase, des résultats de la première phase de l'étude qui a été pris en charge par le CEN, comme l'a dit M. Ménel. Mais quoi qu'il en soit, dans le cahier des charges, ce qui est défini comme objectif, c'est vraiment de définir un périmètre adéquat sur le plan technique, c'est une chose, mais aussi sur le plan de l'efficience économique pour assurer l'approvisionnement en eau de manière durable à moyen et long terme. Et surtout, de découler ensuite un programme de mise en œuvre par commune, par région, par association, parce qu'on parle peut-être de choses à l'horizon 2040, 2045, mais finalement, ça permettra d'établir des feuilles de route pour les différentes communes et associations pour ces prochaines années. Donc la méthodologie, c'était une étude en 2 phases. Donc la première phase qui est prévue dans le cahier des charges, c'est vraiment le diagnostic de l'ensemble des réseaux. Donc c'est vraiment sur la base des PIEP, comme l'a dit M. Ménel, quelle est la situation actuelle et quels sont les manques et quels sont les besoins à moyen et long terme. Et ensuite, sur cette base, c'est de déjà prévoir quelques scénarios, donc vraiment des grandes orientations qui pourraient être prises pour résoudre tous ensemble les manquements qui sont constatés. Ensuite, la phase 1.1, c'est ce qui se passe ce soir, hein, c'est finalement l'envoi d'un courrier à des associations ou des communes périphériques qui pourraient être potentiellement intéressées par la démarche. Parce qu'assez vite, dans les discussions, on s'est dit, bon, voilà, on se met les 4 ensemble, on réfléchit ensemble, mais peut-être que d'autres partenaires, d'autres distributeurs d'eau pourraient être intéressés à être intégrés à la démarche. C'est pourquoi nous avons envoyé ce courrier, nous avons provoqué cette séance d'information ce soir. L'idée, ensuite, c'est de passer dans une phase 2 pour décliner le ou les scénarios qui seront privilégiés par les participants à l'étude, pour ensuite avoir des différentes variantes, et pour ces variantes, d'évaluer justement l'efficience économique de ces variantes. Parce que c'est quand même un aspect important, c'est le nerf de la guerre, hein, malgré tout. Il faut que ça soit non seulement techniquement possible, mais aussi économiquement supportable. Et l'idée, c'est d'avoir ensuite une planification, comme je le disais tout à l'heure, pour l'ensemble des participants. L'organisation du projet, comme elle était prévue, donc, c'est d'avoir un comité de pilotage composé de représentants des différents partenaires qui ont lancé la démarche. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'AESO, le CEFREN, le Consortium des eaux du Grabeau, Haute-Fribourg, soutenu par le service de l'environnement. Et puis, l'idée, c'est de constituer un groupe de travail. Il n'est pas encore constitué, ce groupe de travail. Ça va dépendre finalement de l'intérêt qui sera manifesté par les participants potentiels à cette étude.
Donc la direction de projet est assurée par le CEFREN et par Haute-Fribourg, et on a un appui du SEN et un appui administratif de l'AESO et du consortium des eaux du Grabeau. Les différents jalons qui ont été prévus dans le cadre du cahier des charges, ben on est au premier jalon, finalement, c'est cette séance plénière de présentation des résultats de la phase 1. Voilà, ben je ne vais pas aller trop dans les détails, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre connaissance, que vous pouvez prendre connaissance des différents scénarios élaborés, et ensuite, on va vous demander votre avis par rapport à ce que vous préconisez pour la suite de l'étude. Le but, c'est de mandater un bureau pour la phase 2 de l'étude. Et dans le cadre de cette phase 2, il y aura en tout cas 2 séances du groupe de travail qui sera constitué pour finalement finir avec une nouvelle séance plénière où le résultat de cette phase 2 de l'étude sera présenté de la même manière que ce soir. Donc la suite des démarches, c'est dans quelques jours, vous allez recevoir dans les différentes communes, différentes associations, le projet de cahier des charges qui a été établi pour cette étude, accompagné d'un petit questionnaire voilà. J'espère que je n'ai pas fait l'impair, accompagné d'un petit questionnaire qui va vous demander finalement votre avis par rapport à cette démarche. Est-ce que vous voulez adhérer? Est-ce que non? Donc, on souhaite vraiment avoir votre avis sur ce cahier des charges et sur la suite des opérations. Et voilà, sur la base de finalement du périmètre final de l'étude qui sera déterminé, on va faire un appel d'offres auprès de différents bureaux pour la phase 2 de cette étude. Voilà, par rapport aux différentes phases, au cahier des charges qui est prévu de lancer. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On l'a dit tout à l'heure, donc la phase 1 a déjà eu lieu. Il y a déjà eu un diagnostic qui a été réalisé. Et je passe la parole au mandataire du SEN, donc M. Mayenberg. À mon tour de vous souhaiter le bonsoir et la bienvenue, mesdames et messieurs, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les autorités cantonales, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderätinnen, Herr Oberamtmann, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Informationssitzung. Ich werde den Vortrag auf Französisch halten. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen dafür. Selbstverständlich können Sie Ihre Fragen auf Deutsch machen und ich werde auch auf Deutsch antworten. Voilà, je continue en français. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais esquisser quelques mots sur le contexte géographique. Vous avez voilà. C'est le contexte géographique. Donc, en fait, le périmètre de base, le périmètre qui englobe les 4 acteurs qui ont lancé ce projet, il est en bleu clair, avec les clients contractuels existants. Ensuite, un peu plus loin, dans toutes les directions cardinales, vous avez en vert strié les grands ensembles de la distribution d'eau potable qui existent aujourd'hui dans le canton de Fribourg. Au sud, vous avez le grand ensemble qui est alimenté par les ressources de la ville de Bulle et de Haut-Sud et qui distribue l'eau à une grande partie des communes des districts de la Gruyère, de la Veuvez et de la Glane. Si à l'ouest, vous avez les grands ensembles qui sont alimentés par les ressources des lacs de Le Châtel et de Morin et qui sont bien interconnectés. Donc ça, c'est aussi un ensemble assez homogène. Vous avez à l'est la Saint-Gine qui, au niveau conceptuel, est déjà bien avancée aussi au niveau technique et organisationnel avec 2 parties, la partie sud, excusez-moi, et la partie nord. Et puis, donc, un peu au milieu, entre le bleu et le vert, vous avez des systèmes iliens qui sont ni rattachés à un ensemble ni à l'autre, ou ils sont un peu entre les deux, et puis ils cherchent un peu un raccordement parce que c'est des systèmes, comme j'ai dit, iliens, où il y a peu de sécurité d'approvisionnement, il y a peu de ressources, ou bien il y a des dépendances sur des grosses ressources,
Et c'est pour ça qu'on a étendu notre réflexion conceptuelle à ce périmètre rouge strié, parce que pour nous, ça fait sens qu'on les englobe dans ce périmètre bleu, parce que tôt ou tard, et puis c'est déjà arrivé pour certaines, il y a des demandes en eau qui viennent vers le Cefren, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pris le grand ensemble ici, à voir maintenant au niveau politique et puis au niveau des intérêts si vous trouvez que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi. En termes de chiffres, ça va être un peu des chiffres. Donc, le périmètre de base, il se compose de 21 communes, c'est 106 000 consommateurs, c'est plus de 10 millions de mètres cubes par an, une pointe journalière à 43 000 mètres cubes et en moyenne environ 30 000 mètres cubes d'eau qui sont distribués. Cette production est assurée par 40 ressources distinctes qui se divisent en 54 captages physiques qui, en étiage, donc au minimum, produisent un peu plus de 30 000 mètres cubes d'eau par jour et en moyenne 34 000 mètres cubes d'eau par jour. 2 ressources, de ces 40 ressources, produisent à elles seules 70% de la production. Donc on voit que ce périmètre de base repose massivement sur 2 ressources très importantes. Dans ce décompte, je n'ai pas compté la station de filtration de Port-Marly du Cefren, ici, qui est une ressource de sécurité et de couverture des pointes, alors que les autres ressources, c'est des ressources d'eau souterraine. Ça, c'est la seule ressource qui est une filtration d'eau du lac et elle produit 30 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc, c'est une ressource stratégique de couverture de pointe et de sécurité. La structure de la distribution actuelle, c'est donc les 3 ressources principales, donc la production d'eau du lac plus les 2 ressources importantes d'eau souterraine, sont toutes centralisées plus ou moins à la même place, au centre, vers Fribourg, et sont redistribuées aux 4 coins de ce périmètre de base pour alimenter les différentes communes. Donc l'interconnexion est relativement bonne, et puis les ressources sont centralisées. Pour le périmètre étendu, il s'agit de 17, elles sont composées de 17 communes. C'est 40 000 consommateurs et puis un peu moins de 3,5 millions de mètres cubes. La pointe est à 16 000 mètres cubes par jour et la moyenne à 10 000 mètres cubes. Pour cela, nous avons 37 captages qui, en étiage, produisent 15 000 mètres cubes et en moyenne 17 000 mètres cubes. Donc on voit qu'en moyenne, ces ressources produisent largement ce qu'il faut. Par contre, en étiage, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Il est à noter ici, puisque le périmètre étendu est composé de 4 parties très distinctes au niveau géographique, que de faire des bilans, c'est un peu compliqué. Donc, vous m'en tiendrez pas rigueur quand je fais des bilans sur des entités géographiques qui sont compliquées à mettre ensemble puisqu'elles ne sont pas ensemble. Néanmoins, je vous le décris rapidement. Donc ici, ça c'est l'entité Groslay-Ponto. C'est avec Belfaux ici. Ça, c'est la partie Crécy-Courgevaux qui descend jusqu'à Graigne au bord du lac de Morat, qui est interconnecté avec Morat. Ici, nous avons les germanophones avec Düdingen et Pitafors. Et puis ici, nous avons le sud du périmètre de base avec l'association des communes GAM. Et puis ici, la commune du Giblou avec la commune de Villers-Sonnance, avec au sud ici dont j'ai parlé avant. Nous avons parlé du chlorothalonil et du défi qu'il nous pose. Et nous avons 2 situations très distinctes. Toute la partie sud du district de la Sarine qui est bien épargnée par le chlorothalonil. Les ronds, c'est des ressources. Et puis la couleur, c'est la qualité. Donc blanc, c'est exempt ou en dessous des 100 nanogrammes ou 0,1 microgrammes de chlorothalonil. Et plus on va vers le jaune, l'orange, voire carrément le rouge, plus ça se dégrade et ça se complique. Donc on voit que le sud est épargné. Ce qui n'est pas le cas du nord, eh bien, on suit bien là l'empreinte de l'utilisation du sol par l'agriculture, ce qui a été mentionné à différentes reprises. Donc on voit que le nord a
un souci à ce niveau-là. Quantitativement encore, pour dire, excusez-moi, le périmètre de base, ici vous avez la distribution chlorothalonyle de 0 à plus, et puis vous avez ici la limite, et puis ici vous avez les débits cumulés, et on voit que pour le périmètre de base, 80% de l'eau est heureusement exempte de chlorothalonyle, et puis il y a 20% qui contient trop de chlorothalonyle, et malheureusement, pour le périmètre élargi, la situation est un peu inversée, c'est-à-dire que 40% de l'eau en est exempte, c'est-à-dire que, et donc du coup 60% contient du chlorothalonyle et il faut apporter une solution. Voilà. Alors comment avons-nous avancé pour faire cette analyse? Donc avec l'aide du SEN, nous avons vérifié quelles ressources, parce que notre idée c'était, enfin notre volonté c'est d'identifier les ressources qui sont utilisables à long terme, pour qu'on ne doive pas tous les 5 ans réfléchir à comment il faut procéder. Donc nous avons essayé d'identifier toutes les ressources qui à long terme allaient être utilisables, allaient être protégeables. Donc selon la LO, c'est la loi sur la protection des eaux souterraines. Et puis, nous avons pu déterminer que pour 12 ressources sur 91, que composent le périmètre de base et le périmètre élargi, il ne peut y avoir de zone de protection selon la législation en vigueur parce que les conflits sont trop forts et irrésolvables en termes économiques. Par exemple, si vous avez un petit captage et une route cantonale ou un garage, ou etc., on ne va pas pouvoir enlever la chose parce que ce ne sera pas raisonnable économiquement. Donc, il va falloir abandonner la ressource puisque la zone de protection ne peut pas être établie. Le deuxième critère, c'était le critère de qualité. Et puis là, nous avons différentes molécules qui sont interdites par la législation, dont le chlorothalonyle. Partout là où il y avait du chlorothalonyle, nous avons cherché à savoir si on pouvait diluer cette problématique avec des ressources bonnes. Et là où ce n'était pas possible techniquement, parce que vous aviez le réseau, le réservoir et la ressource de chlorothalonyle, de l'autre côté du réseau, il vous faut mélanger dans le réservoir et pas à travers le réseau, parce que sinon vous avez toujours le risque de fournir de l'eau polluée ou chargée à des usagers. Donc ça, il faut éviter à tout prix. Donc, chaque fois que ce n'était pas possible de mélanger dans un réservoir, nous l'avons aussi mis hors service. Pas abandonné, mais mis hors service le temps que le lessivage se fasse et puis qu'on puisse les reprendre en service. Ou alors, et nous le verrons dans notre scénario numéro 5 et 6, considérer un traitement. Néanmoins, dans les bilans, il est absent des calculs. C'est une pagaille de chiffres. Je vais essayer d'être clair. J'espère que vous arriverez à suivre. Ceci, c'est les bilans des déficits pour le périmètre de base et le périmètre élargi. Périmètre de base, périmètre de base. Nous avions un gros problème. Nous ne savions pas quand est-ce que nous pourrions reprendre en service des ressources qu'on aurait mis hors service à cause du chlorothalonyle. On a fixé 2035. C'est peut-être juste pour les ressources qui ont peu de charge en chlorothalonyle. C'est peut-être faux. On a fait l'analogie avec le chloridazole et l'atrazine. Voilà, c'est une supposition de notre part. On verra comment ça va venir. Donc nous avons fixé 2020, c'est la situation actuelle. 2022, c'est la situation où toutes les communes devront avoir résolu leurs problèmes de chlorothalonyle. 2025, c'était le choix pour les zones de protection qui ne pouvaient pas être établies, donc les ressources qui devaient être mises hors service. 2035, c'était le moment où on pouvait remettre en service les ressources. Et 2050, la planification de but, et puis le moment à partir duquel on fait intervenir le réchauffement climatique. Alors, M. Menel l'a signalé, peut-être qu'on peut le faire intervenir plus vite. Nous, on a choisi 2050, à voir, c'est à discuter. À partir de 2050, nous enlevons 1% de débit d'étiage sur les ressources. On pourrait le faire avant. C'était le choix de notre étude. Maintenant, qu'est-ce que signifient tous ces chiffres? Ici, vous avez des déficits. Là-dedans, vous n'avez pas la station de Port-Marly, la ressource de sécurité, et vous avez 10 000 m3 de sécurité d'approvisionnement pour le périmètre de base et
le périmètre de base est élargi. Nous n'avons pas mis de sécurité d'approvisionnement pour le périmètre élargi parce que nous avons considéré que s'il devait y avoir une coopération, cette sécurité-là, qui est déjà inclue ici, bénéficierait évidemment aux deux périmètres. Et nous voyons ici que nous avons des déficits qui aujourd'hui peuvent être couvertes par la station de Port-Marly, qui, lors de la mise hors service ou de la dilution des ressources du chlorothalonil, pourront être couvertes par la ressource de Port-Marly, mais c'est mis en jaune parce qu'on perd la sécurité d'approvisionnement. Les 10 000 m3 ici, ils sont déjà perdus, et là, on voit déjà qu'on a dépassé. Ici, et puis là, on est carrément dans le on ne sait pas, parce qu'il va falloir remplacer ici, à cette date-là, entre 2025 et 2035, il va falloir remplacer cette infrastructure ici, et puis il va falloir la construire à neuf. Et puis la grosse question, c'est dans quelle proportion faudra-t-il la construire? J'y reviens lors des scénarios. Nous avons aussi fait le diagnostic du stockage, et puis nous nous sommes rendus compte sur la base des PIEP qu'il y avait un déficit de stockage. Donc le stockage, c'est les réservoirs. Et puis pour le périmètre de base, on est quand même à 15 000 m3, malgré de très impressionnantes, de très gros réservoirs. On a quand même 15 000 m3 de déficit. Pour le périmètre élargi, pareil, on a un déficit un peu plus modeste, mais il y en a un. Qu'est-ce qu'un stockage adéquat? Un stockage adéquat augmente la résilience d'un système. Si vous avez une panne électrique, si vous avez un souci sur une conduite, vous avez un peu plus de temps pour alimenter vos usagers. Et donc, c'est aussi un élément de sécurité. C'est pour ça qu'on l'a regardé. Après avoir présenté un peu les chiffres et puis l'état des lieux, les défis et puis les problématiques, j'en viens aux deux grands axes et puis aussi scénarios qui en découlent. Enfin, disons qu'il y en a 3, puis 2 fois 3, ça fait 6. Les deux grands axes, c'est donc le périmètre de base. Comment voulons-nous procéder à la suite? Est-ce que nous voulons réfléchir en termes de périmètre de base, ou bien est-ce qu'il faut au contraire étendre ce périmètre parce que ça fait sens? C'est la question qui est posée. Ensuite, pour chacune de ces deux grands axes, il y a 3 scénarios ou 3 axes de réflexion. C'est 1, augmenter le traitement de l'eau du lac de la Gruyère. C'est ce que j'appelle ici STAFI++, station de filtration augmentée. Ou bien alors, faut-il maintenir le traitement d'eau du lac, l'augmenter un peu, mais surtout se concentrer sur la recherche de nouvelles ressources d'eau souterraine? C'est ce qui s'appelle ici SOUT+. Ou bien alors, est-ce qu'il faut au contraire ne pas trop s'attarder sur la station de filtration, mais plutôt partir sur le traitement des ressources aujourd'hui qui doivent être mises hors service? Et puis ça, c'est ce qu'on appelle TRAIT+, le traitement des ressources d'eau qui sont chargées en chlorothalonil. C'est les 3 axes de réflexion. Alors ici, encore une fois, c'est beaucoup de chiffres, je m'en excuse. Là, c'est nouveau la distinction, est-ce qu'on peut utiliser en 2035 les ressources qui sont aujourd'hui ou en 2022 mises hors service, en tout cas diluées, ou est-ce qu'on ne pourra pas les remettre en service parce que la chute du chlorothalonil est trop lente, et puis qu'au final, on se sera organisé autrement. Et puis, c'est naturellement ici la différence entre ce chiffre et ce chiffre-là. Pour ce scénario-là, pour le périmètre de base et pour le périmètre élargi. Et ce qu'on peut détecter ici, ça c'est le périmètre, ça c'est l'axe du traitement. Donc on voit qu'ici, on traite l'eau de lac de la Gruyère avec le traitement des ressources du chlorothalonil. Pareil pour les deux périmètres. Et ici, c'est les ressources d'eau souterraine en vert et ici. J'y reviens pour décrire maintenant les scénarios. Donc les 3 scénarios, le premier scénario, c'est tout miser sur la station de filtration d'eau du lac de la Gruyère. L'avantage, c'est que c'est une qualité d'eau brute qui est bonne. On la filtre depuis presque 50 ans. On connaît bien comment elle réagit. La technologie est donc maîtrisée. Les coûts unitaires sont raisonnables et puis dégressifs parce que c'est un système centralisé. Et donc, plus vous traitez à un endroit,
moins cher est le coût du mètre cube. Il y a un souci avec ça, c'est qu'il y a une proportion très importante, trop peut-être, de la production sur une seule ressource. C'est clair que si vous avez plus de 50% de la production d'eau sur une ressource, il y a des questions de gestion des risques qui se posent. Est-ce qu'on peut se baser sur un autre lac pour traiter? Alors, on a regardé ça, et puis la réponse est en tout cas pour l'instant non, parce que Schiffenen, l'eau brute n'est pas assez bonne. Celui de Mora, l'eau brute est meilleure que celle de Schiffenen, mais quand même pas assez bonne. Et puis, de même que pour le lac de Neuchâtel, il y a 150 mètres de dénivelé qu'il s'agit de surpasser, et donc on a un problème énergétique. Donc, c'est plutôt non, c'est lac de la Gruyère. L'eau souterraine, est-ce qu'on développe l'eau souterraine? C'était la question. Les avantages de la production à partir d'eau souterraine, c'est qu'elle est décentralisée par force, parce que c'est les ressources qui sont réparties sur le territoire. La protection, elle est naturelle, disons qu'elle n'est pas intensive en énergie, et puis elle est efficace parce qu'elle traverse, la filtration est naturelle, donc elle est efficace. Par contre, le revers de cette décentralisation, c'est qu'il n'y a plus de grandes réserves. Les grandes réserves, elles sont déjà utilisées à l'heure actuelle. Donc, on est en face de petites réserves qui, en cumul, arrivent peut-être à un chiffre intéressant, mais comme c'est réparti à plein d'endroits, finalement, ça complexifie le tout, et puis, ça multiplie les infrastructures. Et puis, on n'a pas pour autant abandonné les conflits d'utilisation du sol avec l'agriculture, les zones à bâtir, l'industrie, etc. Donc ça, ces conflits-là restent, voire sont augmentés, puisqu'on aurait plus de zones de protection, puisqu'on aurait plus de ressources. Et puis, les problèmes liés aux phytosanitaires restent aussi, parce que, et ça c'est le tableau en bas qui nous le montre, par exemple pour le périmètre de base, on a des ressources qui sont prouvées pour être sans chlorothalonil, donc ça c'est bon, mais on a aussi des ressources dans le périmètre élargi où il y a des réserves déclarées, mais on sait qu'elles ont du chlorothalonil, donc c'est pas la peine de les utiliser. Donc là, il y a le même problème que toutes les autres ressources d'eau souterraine et du lac pour certains lacs. Le traitement, la dernière version ou le dernier scénario, est-ce qu'on peut substituer une partie du traitement par la STAFI par du traitement dans les différentes ressources? Et là, il y a un très gros problème, c'est que le traitement est intensif en énergie et en coût. La technologie est maîtrisée, ça, ce n'est pas le problème, mais comme il s'agit de différentes petites productions, les coûts unitaires ne peuvent pas être optimisés parce que vous n'avez pas une production centralisée. Et donc, vous avez par exemple ici une installation à 200 litres minute pour 75 000 m3 par an pour l'osmose inverse. L'eau à la sortie de la machine, elle coûte plus de 2 francs. Vous avez aussi une autre technologie avec le charbon actif, mais elle n'est pas encore au point et c'est aussi très intensif en intrants, parce que vous avez par exemple une consommation x10 de ce qu'il faut aujourd'hui pour un traitement normal sur une station de traitement d'eau du lac. Donc c'est très intensif en traitement et en coût. Par contre, l'avantage, c'est évidemment qu'il y a la continuité d'utilisation des ressources, là où il y a des solutions iliennes, et puis qu'on ne peut pas tellement tirer des tuyaux comme ça. Peut-être que là, c'est une solution qui s'impose parce qu'il faut agir vite. Voilà. Donc ça, c'est savoir au cas par cas. Ah oui, donc là, c'était les... Donc on fait référence aux différents scénarios 1 et 2, les eaux souterraines, c'est 3 et 4, et le traitement, c'est 5 et 6. J'ai essayé, alors c'est des estimations, hein, c'est des estimatifs de coûts pour les 3 axes de scénarii, donc le traitement augmenté, l'eau souterraine et le traitement du chlorothalonil, par rapport aux 2 périmètres, donc le périmètre de base et le périmètre augmenté. Et puis, à chaque fois, il y a un chiffre pour l'investissement et les coûts annuels d'exploitation. Et puis là encore, la distinction, avec la remise en état
des ressources aujourd'hui abandonnées ou mises hors service à cause du chlorothalonil, et sans ces ressources, donc à futur, on ne les utilise plus du tout. Et on voit bien que les investissements ici pour la STAFI sont les plus faibles, tant au niveau de l'investissement total qu'au niveau des coûts annuels. Et puis plus on progresse vers la décentralisation de la production, plus les coûts augmentent pour culminer là au traitement qui est dû au coût de la technologie, comme je l'ai dit auparavant. Et puis ça, c'est beaucoup de chiffres. Et puis ça, c'est le surcoût qui est imposé à chaque mètre cube avec tous ces investissements ici. Ça a une conséquence. Donc ça, c'est des surcoûts par... C'est juste ça? Ah, ok, ouf. Ça, c'est, vous avez votre système normal, et ça, ce serait les surcoûts par mètre cube qu'il faudrait rajouter en mettant en place tous ces investissements. Donc là, on est autour de 20 centimes, un petit peu plus si on reste avec le périmètre de base, un petit peu moins par mètre cube si on s'élargit. Les eaux souterraines, c'est comparable. Les deux ici sont assez comparables, et on voit qu'il y a un petit bond ici de 50% dès qu'on part dans le traitement de cette eau de chlorothalonil. J'en viens aux conclusions. Alors, les conclusions par rapport aux ressources, c'est que le chlorothalonil il pose un problème de 15 000 m3 là, pour en tout cas 15 ans à l'ensemble des deux périmètres, avec le périmètre élargi qui est un peu plus impacté, on l'a vu avant. La protection conforme des ressources selon la LO, elle coûte 3 000 m3 jusqu'en 2025. Bien. Relativement rapidement à court moyen terme aux deux périmètres. L'augmentation de la consommation, elle pèse jusqu'en 2050 12 000 m3. Donc il y a 12 000 m3 en plus qu'il va falloir fournir par rapport à aujourd'hui. Et puis on a vu les réserves d'eau souterraines connues à ce jour, donc pas celles qu'on ne connaîtrait pas, et sans résidus phytosanitaires équivalent à moins de 10% des déficits prévus. Donc même s'il est souhaitable d'avoir des eaux naturelles et peu intensives en énergie, c'est quand même quelque chose qui est assez marginal. La conclusion par rapport à la technique et puis au système, c'est que le traitement pour sortir les phytosanitaires de l'eau, c'est très intensif en capital et beaucoup plus gourmand en énergie que le traitement d'eau du lac. Le périmètre élargi est de manière générale moins interconnecté entre distributeurs que le périmètre de base et plus dépendant de certaines ressources. Et ça pose un problème de la sécurité d'approvisionnement en cas de problème sur l'une des ressources. On l'a vu avant, les deux périmètres pompent la très grande majorité de... Non, ça, on ne l'a pas vu. Excusez-moi, c'est ça qu'on a vu. Moi, je ne l'ai pas. C'est dans l'étude. Je ne voulais pas vous embêter avec trop d'informations. Mais ici, il faut savoir que plus de 95% de l'eau qui est utilisée par les deux périmètres est pompée, à un moment donné ou à un autre, ou traitée avec de l'électricité. Ce qui pose le problème du blackout. Et donc, pour un blackout qui pourrait durer 7 jours, 3 ou 4, quand les réservoirs ne suffiront plus, alors là, il faudra prévoir aussi des mesures de production externe d'énergie indépendante du réseau, donc des groupes électrogènes, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont il va falloir tenir compte avec le changement de la structure de la production d'électricité dans notre pays et puis en Europe. Les deux périmètres souffrent d'un déficit de volume de stockage, ça je l'ai dit, pour parer aux éventuelles pannes et soucis techniques. Donc il y a un manque de résilience, donc là aussi, il y a un petit défi à relever pour les distributeurs. Et une conclusion plus générale, c'est que dans 30 ans, il y aura 46 000 personnes en plus qui voudront de l'eau sur l'ensemble des deux périmètres. Et c'est très lent à mettre en place ces systèmes et ils durent très longtemps. Donc si on veut des systèmes qui soient efficaces en 2030, qui vont durer en tout cas jusqu'en 2080, voire 2100, il faut commencer à les planifier maintenant. La conclusion peut-être plus économique, donc la production centralisée est plus économique que la production décentralisée, mais pose un problème de gestion des risques. Et malgré les coûts d'investissement importants, on a vu 70 millions dans le pire des scénarios,
les surcoûts à la vente restent quand même relativement modestes, quelle que soit la variante. Si on pense que 30 centimes par mètre cube en plus, c'est 1000 litres, c'est quand même pas très cher. Voilà, c'est sur cette note plus positive peut-être, par rapport à quand on voit le gigantisme des investissements, c'est quand même au final pour le porte-monnaie pas trop dramatique. Et pour le rappel des scénarios, lorsque vous devrez remplir votre formulaire, pour quel scénario vous votez. Donc je rappelle, les 1 et 2, c'est pour la station de filtration augmentée par rapport au périmètre de base. 3 et 4, c'est pour l'eau souterraine. 5 et 6, c'est pour le traitement. Encore une fois, à chaque fois distinguer entre le périmètre de base et le périmètre élargi. J'en ai fini pour ma part et je reste volontiers ouvert aux questions liées à l'étude et aux d'éventuels détails qui n'auraient pas été très clairement expliqués.